Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jay's Coding. Alors dans cet épisode, dans l'épisode précédent on a fini de voir le job runner. Et dans ce nouvel épisode on va regarder l'application web du coup qui est embarquée dans le conteneur Node WebKit et qui tourne ici. Et on va regarder ensuite le processing de la monétisation et du end screen. Donc le fichier qui est chargé, comme j'expliquais dans le premier épisode, c'est le main de Node WebKit, c'est cette valeur qui est prise en compte, c'est index.html. Cet index.html est ici, donc c'est le fichier chargé au départ, donc on charge les CSS, on a le layout de base de l'application, donc jusque là. Donc ça, il faudrait que ce layout, il faudrait que je le mette dans un autre fichier layout. Mais bon, pour l'instant, je l'ai mis ici, on retrouve le menu qui est à gauche. Voilà, un MD SideNav. Alors la techno qui est utilisée pour ce truc là, c'est Angular Material. Alors c'est du AngularJS normal, c'est pas du Angular 2, c'est du AngularJS Material, si vous voulez. Donc c'est ce truc là. De toute façon tous ces liens je vais vous les mettre dans la description de la vidéo. On charge ensuite le system.js, donc c'est un truc qui est utilisé qui s'appelle system.js. Donc on a un fichier de config qui nous configure déjà, alors ça c'est géré automatiquement par JSPM, quand on fait JSPM install d'un nouveau package, et ça nous complète ici les dépendances en fait, donc c'est des dépendances différentes des nodes modules qui sont utilisés. Du coup, ici on retrouve les packages JSPM, on a nos assets, c'est-à-dire les images utilisées et les icônes, et le CSS de l'application, mais pour l'instant il est vide, j'ai rien fait. Comme je disais, c'est vraiment du brut de décoffrage pour l'instant cette application. Donc le main c'est l'app.js, donc ça c'est un module AngularJS 1, mais qui est en partie écrit en ES 2016. Donc avec la syntaxe, une syntaxe donc du coup plus récente. Ça fait peu de temps que j'y m'y suis mis, donc c'est pour ça que des fois dans certains fichiers vous trouvez des var au lieu de const ou let. Mais voilà, c'est ce qui est utilisé. Donc là, on a la config du module AngularJS. Je ne vais pas vous faire un cours sur AngularJS. Si vous ne connaissez pas AngularJS, je vous invite à aller vous renseigner sur AngularJS à côté. Et revenir peut-être une fois que vous aurez vu un petit peu d'AngularJS. Donc en gros, notre module... Alors, il faudrait peut-être que je la renomme d'ailleurs. Starter App, c'est pas vraiment le bon truc. Alors, le truc, c'est que je sais pas exactement où est-ce que c'est géré ce nom de module. Je crois que c'est dans boot. Starter app bootstrap. Ah d'accord, donc ça il faudrait que je le renomme ici je pense. Ah non d'accord. Et en fait ça crée un module bootstrap et ça vient importer le module qui est dans app.js. Donc en fait j'ai juste à le renommer ici. Voilà. Ça c'est les dépendances du module. Donc ensuite ça utilise d'autres modules, des sous-modules en dépendance. Le module jobs, logs, séries, services, ça correspond approximativement. Donc il faudra que je rajoute un module settings aussi. Donc ça correspond à ça à chaque fois. On a donc dans la config les icônes, configuration des icônes, configuration du template. J'ai fait un template, j'ai pris les couleurs de YouTube, donc c'est le rouge de YouTube. Je me suis pas fait chier, j'ai fait tout ça très rapidement. Ensuite, on utilise UI Router. Donc ça, c'est le système qui va gérer l'affichage des pages. J'ai différents états. J'ai un état jobs pour afficher les jobs. Ça dépend sur le composant job list. Donc ce qu'on a ici, c'est le composant job list. On a le series qui se base sur series list, l'édition des séries, l'état service qui affiche les services, l'état settings qui affiche les settings, bon, pour l'instant ça fait, il n'y a pas, et l'état logs qui nous affiche les logs. Et sinon, bon dans tous les cas, tu m'affiches la page jobs. Ce qui est plus intéressant du coup, je vais surtout me concentrer sur les jobs, je vais pas vous montrer les autres parce que c'est hyper bateau. Mais en gros, donc on a un module jobs qui est défini ici, où nous avons un composant job list et un service jobs data service et YouTube metadata service. Donc jobs data service c'est ce qui va lire en base de données les données des jobs, et YouTube metadata service c'est lui qui s'occupe de discuter pour gérer la monétisation et le thumbnail.
Donc les services sont dans le dossier service et le component est ici. Donc notre component, il est là. C'est une boucle sur des MD cards. Donc ça affiche des cards. Et à l'intérieur, bon bah en titre, ça met job.episode pour le nom de la vidéo. Tout ça. Bon, il y a pas mal de... Pour chacun des states en fait, job.state. Si en vidéo processing, alors tu affiches ça. Ça, je vous fais pas le détail, je vous laisserai le regarder vous-même. Juste ici, nous avons la définition du composant. Donc le composant, il s'appelle jobsList. Il prend en entrée une liste de jobs. Ça, c'est le template auquel il est associé. Et ça, c'est le contrôleur qui est associé à ce template. Parce qu'on est dans du modèle MVC, modèle vue contrôleur. Et donc notre contrôleur, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il s'initialise, il récupère les états. Parce que j'ai besoin des states, j'ai besoin de la liste des states pour gérer cette liste-là. Et je lance un intervalle où je recharge les états toutes les secondes en fait. Ça me permet de voir les choses évoluer sans avoir moi-même à cliquer quoi. Et du coup reload, bah en fait ça va chercher, ça va filtrer. Le filtre dépend de la valeur de ça. Et du coup ça récupère en fonction du filtre qui aurait été mis. Et ensuite si... Alors là ça fait un peu du traitement, il y a un minimum d'intelligence. C'est que je récupère les jobs en état initialisé. Si j'ai des jobs en état initialisé... Ah non, je fais rien en fait. Ah oui, non, si j'ai plus de jobs en état initialisé, j'update les jobs. Alors ça, c'est parce qu'en fait, si j'update la liste toutes les secondes et que je veux modifier une liste en état initialisé, vu que ça régénère la liste toutes les secondes, ça m'empêche de taper en fait. Donc du coup, si j'ai des trucs en état initialisé, j'arrête de mettre à jour la liste pour arrêter que AngularJS redessine toute la liste en fait à chaque fois pour me laisser le temps de taper le truc. Alors j'aurais pu gérer ça en faisant une petite pop-up qui s'ouvre automatiquement. Veuillez nommer l'épisode 63 et puis là vous... Mais bon, pour l'instant j'ai fait comme ça. Ensuite je vérifie s'il y en a qui sont à monétiser. S'il y en a qui sont à monétiser, je monétise. S'il y en a qui sont en mode end screen, s'il y en a qui sont en mode end screen, je end screen. Donc là j'ai du coup une fonction monetize et une fonction end screen qui appelle le metadata service de l'end screen et de la monétisation, donc ça on le verra après. Ça c'est quand je veux set l'épisode name, donc en gros dans l'IHM j'ai un truc qui me dit hop un input pour saisir l'épisode name, puis je clique sur set et puis ça le fait derrière. Et du coup ça, voilà, ça modifie l'épisode name, vidéo name, et ça appelle directement la fonction save, parce qu'en fait NodeWebKit me permet quand même d'être dans un environnement d'exécution Node.js, c'est-à-dire que j'ai accès à Mongoose. Et donc je peux lire directement les trucs en base de données. J'ai pas besoin de faire des requêtes HTTP ou ce genre de choses. Mais ça fait que cette application web, entre guillemets, elle est pas web. Elle est vraiment purement client lourd. Et en fait, il faudrait que je modifie ça ici. Ou alors, ou du moins que j'utilise le jobsList, le jobsDataService.save pour sauvegarder un job et un épisode. Pour si jamais un jour j'ai envie de le modifier, que ici en fait ça fasse des requêtes HTTP vers un serveur qui expose des services qui me permettent de faire ce genre de modification. Mais bon, pour l'instant j'en ai pas besoin. J'avais besoin surtout d'aller vite et de modifier les choses rapidement. Donc du coup voilà, ça c'est un peu la fin du job runner si vous voulez. C'est que lui remplace le job runner pour faire des choses qui sont faites uniquement par lui. Alors je vais vous montrer pourquoi. Donc le jobs data service c'est juste, il récupère juste le modèle et puis exécute un find, rien de plus quoi, hein. il fait rien, pas grand chose. Par contre le YouTube Metadata Service, lui il est un petit peu plus gros, il est un petit peu plus compliqué parce que il est, voilà, c'est le plus difficile si vous voulez. J'ai vraiment galéré à arriver à faire ça. Je suis à peu près convaincu que cette solution n'est pas la bonne, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, si je suis en état monetize, je vais d'abord passer en état next, c'est-à-dire en état monetizing, c'est-à-dire que c'est en cours de monétisation. Ce que je fais, c'est que j'ai une première fonction qui s'appelle getSession. Donc là, c'est pour m'authentifier. Ce que je fais, c'est que je vais charger l'URL de modification d'une vidéo. C'est-à-dire que je vais regarder dans mes vidéos, modifier. Vous voyez cette URL ici, youtube.com/edit o égale u et vidéo id égale id de la vidéo. Et en gros, vous voyez ici, youtube.com, edit o égale u, alors ns égale 1, ça je sais pas pourquoi je l'ai mis. J'ai trouvé un tuto qui me montrait et puis il y avait cette valeur, j'ai copié-collé bêtement. Et vidéo id. Donc en gros, ça ouvre, enfin si vous voulez, ça fait un http get
de cette... alors c'est où déjà get session, c'est là. Ça envoie une requête HTTP GET sur cette URL, d'accord? Et dans la réponse, ça va lire, parce qu'en fait ce que ça me répond, c'est que ça me répond la page HTML. Et à l'intérieur, il y a la déclaration d'une variable qui s'appelle session token. Donc là je fais un match de regex pour récupérer la valeur de session token. S'il le trouve, alors je le renvoie, ça c'est le résultat du regex. S'il le trouve pas, parce qu'en fait l'URL, j'en ai besoin d'une différente pour le end screen. Pour le end screen, j'ai besoin de cette URL là, en fait. End screen v égale le truc. Donc du coup, c'est une autre URL, sauf que dans le HTML de cette autre URL, c'est pas var session token égale, c'est xsrf token 2 points. Voilà, donc là je récupère mon token de session, parce qu'en fait c'est un token de session HTML quoi. Enfin qui est utilisé par l'API YouTube pour identifier une requête et s'assurer qu'une requête est bien renvoyée à partir d'une page HTML qui aura été chargée avant. Donc c'est pour ça que je suis obligé de charger la page HTML dans un premier temps, récupérer ce token de session et ensuite faire semblant de poster comme si c'était moi qui l'avais fait à la main quoi. Donc du coup je renvoie ça. Sinon je dis code, alors ça c'est moi qui ai inventé code 4000. Je dis j'ai pas trouvé la session là-dedans. D'accord? Et donc du coup vu que c'est une promise, vu que AngularJS utilise uniquement des promises, bah, s'il a réussi à trouver la session, bah, ça dit ok c'est réussi. Par contre s'il y a une erreur 4000, c'est que je suis pas authentifié sur YouTube. Et à ce moment là j'exécute la fonction authenticate on YouTube. Et à ce moment là je dis à NodeWebKit ouvre-moi une fenêtre sur la page d'édition. Et en fait lui du coup il va ouvrir une fenêtre supplémentaire par-dessus qui va essayer de me charger la page d'édition de la vidéo. Et vu que je ne serai pas authentifié, il va me demander de m'authentifier. Donc là, je saisis mes codes d'authentification sur YouTube et tout. Je fais OK. Et alors là, le truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut fermer la fenêtre et repasser à la main le job en état monetize pour qu'il refasse le truc. Parce que pour l'instant, c'est pas traité, si vous voulez. J'ai juste un console.log quand la fenêtre est chargée, si vous voulez. Mais il faudrait en gros ici que j'implémente un truc qui vient détecter le fait que la vidéo, enfin il suffirait juste que je fasse un newWin.onClose, c'est-à-dire quand le mec ferme la fenêtre pour dire que c'est bon, c'est réussi. Ah bah oui, je peux faire juste ça déjà. A priori, hein, mais le truc c'est que je vais pas pouvoir détecter si ça a été bel et bien fait correctement en fait. Mais bon, du coup, on peut déjà faire ça dans un premier temps. En sachant que c'est pas parfait. Parce que là, en fait, dans le closed, il faudrait que je vérifie au moment où il a clos que c'était bel et bien bon, ou du moins que je réessaye. Et on va voir. On get session, qu'est-ce qu'il dit lui? Ici, ouais, bah il refait bel et bien un get session derrière. Donc du coup, si jamais je retombe sur l'erreur 4000 parce qu'il n'est pas authentifié, je vais repasser à nouveau dans ce code. En gros, c'est une fonction qui s'appelle elle-même. Donc ça va tourner, ça va passer jusqu'à ce que ça marche et après ça va résoudre tout le reste. Peut-être pas l'idéal, mais au moins ça marche. Donc je récupère ma session une fois que je me suis authentifié sur YouTube. Et une fois que je me suis authentifié, eh ben, je résous ma promise et j'ai récupéré ma session. Donc get session, j'ai ma session et du coup ben, j'envoie à YouTube les métadonnées de monétisation. Donc les métadonnées de monétisation, ici sont les valeurs, c'est-à-dire que je dis bon bah voilà, tu mets des pubs, alors la syndication je sais pas ce que c'est, mais j'ai regardé en fait en inspectant les requêtes HTTP qui sont envoyées à YouTube et j'ai mis les mêmes valeurs que ce que je mettais par défaut quoi. Après là j'avais besoin de la durée de la vidéo, j'en avais parlé après à la fin de l'upload, j'ai besoin de la durée de la vidéo pour dire si la durée de la vidéo est supérieure à 10 minutes alors tu actives la monétisation. Tu peux mettre une pub au début et une pub à la fin, en fait. Parce que si une vidéo fait moins de 10 minutes, alors on ne peut pas mettre des mid-rolls, ce qu'ils appellent des mid-rolls, enfin, des ad breaks. C'est-à-dire qu'on ne peut que avoir des... Enfin... Parce qu'il y a plusieurs types de pubs, en fait. Les pré-rolls et les post-rolls, c'est les petites vidéos de 5 secondes que vous pouvez passer au début et à la fin, en fait. Et accessoirement, c'est celle qui rapporte le plus aussi. Hein. Et de loin même, hein. C'est genre 10 ou 20 fois plus que les autres. Après les autres, c'est genre une petite image en dessous de la vidéo, une petite image en bas de la vidéo qui vient s'afficher et qui se masque après. Ce genre de choses. Après, ce que je fais, c'est que je viens calculer si... en fait, pour moi, si une vidéo fait plus de 25 minutes, alors je vais mettre une coupure publicitaire au milieu.
Et en fait, ça va être toutes les 25 minutes. Donc si j'ai une vidéo de plus d'une heure, par exemple, enfin de plus de 50 minutes même, ça va mettre 2 coupures publicitaires. En gros, pour moi, ce que je cherche à faire, c'est au-delà de 25 minutes, t'en mets une, au-delà de 50 minutes, t'en mets deux, au-delà d'une heure et demie, t'en mets 3, quoi, ce genre de choses. Et pour que ça soit équilibré. Et du coup, s'il trouve donc plusieurs parts, donc c'est que là, c'est supérieur à 25 minutes. Mais par contre, ça prend le truc en bas. C'est-à-dire que si c'est juste 25 minutes et des poussières, ça va être plus proche de 1 que de 2. Donc lui, il va me mettre 2 si ça arrive à 50 minutes, quoi. Enfin, si la mat.floor, quoi. C'est que ce soit à plus de la moitié. Et du coup, bah là, ce que je fais, c'est que je construis, du coup, à quel horaire je vais vouloir rajouter une pub supplémentaire. Donc ça va être... Enfin bref, c'est la durée par minute divisée par le nombre de parts plus 1 multiplié par i. Donc en gros, en fait, c'est pour une vidéo de 25 minutes, ça va mettre une pub à 12 minutes et demie. Et en fait, après, j'ai juste enfin, ça va mettre une vidéo à 12 minutes. Et après, je mets un random pour que ça soit à 12 minutes 25, 12 minutes 35, 12 minutes 40. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être cool de randomiser un minimum pour que ça fasse pas trop... systématiquement exactement pile poil à la même heure, quoi. Du coup ensuite je dis oui, s'il a des midrolls, alors j'ajoute les midrolls dans mon metadata d'adbreaks. Et du coup dans les metadatas, ce qu'il faut, c'est les champs modifiés. Donc on retrouve ici les champs modifiés qui ont exactement le même nom que ces deux là. Et du coup vu que j'ai, et on retrouve le session token d'ailleurs, hein, qui est l'objet de session. Et du coup ici, bah, vu que j'ai les adbreaks, alors j'ajoute les adbreaks dans ma liste de champs modifiés. Et ensuite, je poste ça à metadata ajax action edit vidéo égale 1. Alors le truc, c'est que ça marche uniquement si les cookies ont été chargés au préalable correctement. Et en fait, c'est tout l'intérêt du fait d'ouvrir la fenêtre ici d'authentification, de s'authentifier et de valider, c'est qu'à ce moment-là, la réponse de l'authentification de Google met les cookies dans le node WebKit. Et en gros... c'est quoi? C'est dans application, cookies. Alors d'ailleurs, je les vois pas mes cookies. Ah mais non, c'est la page de background. Si j'inspecte, enfin bon, ça me gêne un peu de vous montrer mes cookies parce que c'est quand même mes données d'authentification. Ah bon, bah je les ai pas actuellement a priori. Ou alors je peux pas les voir, je sais pas pourquoi. Bon, en gros, ça initialise les cookies. Et du coup, ensuite, quand j'essaie de refaire des requêtes à YouTube, bah ça met les bons cookies automatiquement. Forcément. Et ça, c'est le Chromium qui est embarqué dans notre WebKit qui fonctionne comme ça. C'est ok, le mec qui s'est authentifié, il a mis des cookies. Donc du coup, toutes les requêtes HTTP suivantes, on a les mêmes cookies qui sont rajoutés. Et du coup, bah, moi, ça me permet derrière de faire un post sur metadata en lui passant les metadatas en données. Parce que j'ai regardé comment fonctionnait quand en fait, quand j'allais sur une vidéo, que j'activais la monétisation, j'ai fait inspection des requêtes HTTP, j'ai regardé les valeurs qui étaient passées, et puis j'ai fait la même chose, quoi. Et du coup, ensuite... si... C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est pour transformer les requests, les paramètres, c'est parce qu'il faut les encoder. Voilà. Et ensuite, du coup, si ça a réussi, s'il n'y a pas eu d'erreur, c'est que c'est bon, ça a marché. Sinon, il y a eu une erreur. Ça renvoie un rejet de la promise et du coup, ça dit c'est une erreur. Et à ce moment-là, la monétisation est réalisée. Et ça, j'ai pas réussi à le faire juste avec le service en arrière-plan parce que je n'arrive pas à récupérer la bonne liste des cookies et je ne peux pas utiliser le token généré par le Google API parce que là, c'est pas l'API Google que j'utilise. C'est vraiment YouTube lui-même. Je charge la page web de YouTube et je regarde le service que YouTube lui-même utilise pour monétiser. Je fais comme si j'avais moi-même fait la manipulation à la main. Comparé à un API data, où là, ça c'est fait pour taper dans les données réellement de l'API YouTube, quoi. Alors c'est juste pour info, ce qui est assez marrant, c'est que si on regarde sur le GitHub, je suis tombé sur le projet UUploader. C'est un projet GitHub. Uploader, c'est ça, voilà. Bicas Uploader, donc c'est un projet open source. En Java, par contre, et du coup, je me suis inspiré de ce que eux faisaient pour voir comment ils faisaient. Donc, si on regarde YouTube, c'est où déjà? Voilà, vidéo metadata. Bon, ça, c'est du code. Non, c'est pas ça, pardon.
update. Metadata updater. Voilà. Et ici, update as browser, et il fait exactement la même chose que moi. Dans ses méta... Alors lui, il met beaucoup plus d'informations par contre, mais il fait exactement la même chose que moi. Il utilise les mêmes URL, il édite la vidéo, tout ça. Et c'est en me basant sur ce code que je me suis inspiré pour faire le mien, quoi. Et virtuellement la même chose, sauf que lui arrive à lire correctement les cookies, et moi je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Donc voilà, c'est une piste d'amélioration. Si on pouvait arriver à lire les cookies correctement, on pourrait faire un processor directement. D'ailleurs, j'avais un metadata processor, mais du coup je l'ai supprimé entre-temps vu qu'il marchait pas. Mais en gros, le principe c'était le même. Hein. C'est qu'il faut lire le token de session dans la page d'édit et ensuite envoyer le post, mais avec les bons cookies préchargés. Et s'il y a les bons cookies, alors c'est bon, ça marche. Voilà, et ensuite pour le handscreen, c'est le même principe, je récupère le token de session, donc ça j'ai déjà expliqué. Set handscreen, je récupère la session, mais cette fois-ci sur l'URL handscreen. Ensuite, je récupère retrieve handscreen, donc ça me permet, alors ça ouais, ça c'est intéressant, c'est qu'en fait, pour faire les handscreen, vous avez besoin d'un modèle. Et en gros, j'ai regardé la requête qui est envoyée quand on utilise, quand on fait importer de la vidéo. J'ai importé d'une vidéo. Quand vous cliquez sur importer, là, ça fait une requête particulière. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai émulé le fonctionnement de cette requête-là en allant taper sur Source ID. Alors là, mon Source ID actuellement, c'est un des épisodes de Total War d'ailleurs. Voyons voir. Retrieve and Screen, Source ID. Voilà, Source ID. Ça, c'est un de mes épisodes de Total War Warhammer. On regarde. Voilà, Bélégar, marteau de fer. Premier épisode. On a le end screen qui est là. Et du coup, j'avais besoin de ça. Une fois que je le récupère, j'ai du coup les données de ce end screen. À l'intérieur, j'ai les éléments. Donc du coup, le truc c'est que j'ai 3 éléments. J'ai un contenu adapté au spectateur, la chaîne et la playlist. Donc la playlist, je veux pas que ça soit la playlist de Bélégar Marteau de Fer, je veux mettre la playlist de mon épisode là. Donc du coup, je vais regarder tous les éléments jusqu'à trouver l'élément playlist. Parce que ça c'est un élément playlist, ça c'est un élément chaîne et ça c'est un élément autre. Je sais plus comment il s'appelle, c'est suggestion je crois, un truc comme ça. Si j'ai pas d'élément de playlist, alors là je dis oula, il n'y a pas de playlist, il y a un truc qui va pas, je renvoie une erreur. Sinon, j'enlève l'élément de playlist existant. Je récupère la playlist en cours, donc ça c'est une fonction à moi qui vient s'authentifier, taper dans l'API YouTube. Donc ça c'est un peu comme pour les processeurs que j'avais fait. Ça récupère la playlist parce que là j'ai besoin d'une donnée de la playlist en fait. Donc je récupère la current playlist, je récupère cette playlist et j'ai besoin en fait voilà des thumbnails. Donc ça c'est pour afficher correctement le thumbnail sur ce petit truc là. J'ai besoin de la longueur, donc playlist.contentdetails.itemcount vidéo, parce que lui c'est une espèce de format bizarre où il attend à ce que je lui passe. Ah mais non, pardon, ça c'est... Ah zut, les mails. Ça c'est la valeur qu'il y a là, vous voyez? Parce qu'en fait, je peux pas juste dire à YouTube, cet élément d'endscreen, tiens, c'est tel ID de playlist. Non, il faut que je reconstruise chacun de ces éléments, c'est-à-dire la miniature en fond, le nombre de vidéos affichées, le nom de la playlist, tout ça, il faut que je le refasse à la main. Une chaîne de caractères d'accessibilité, le titre, l'ID de la playlist, l'ID de la vidéo sur laquelle la playlist va s'ouvrir. Donc là, ça va s'ouvrir bêtement pour l'instant sur la vidéo en cours. Donc en fait, quand vous allez arriver à la fin, vous allez cliquer sur la playlist. Ça va vous rouvrir la même page, mais avec la liste de la playlist à côté. Donc la même vidéo. Et en fait, là, ce qu'il faudrait, on pourrait se noter un to-do ici. Find next episode ID, maybe. Mais bon, le problème là, c'est que quand les gens vont le regarder quand ça vient de sortir, quand ils vont cliquer, ça va les envoyer sur une playlist, sur une vidéo privée ou sur une vidéo qui n'existe pas, ou ce next episode ID va peut-être pas exister. Donc c'est pour ça que c'est un peu con, je trouve. Et en fait, non, ce qu'il faudrait, c'est dire voilà, là, il faudrait un petit bout de code qui va dire ok, je vais chercher l'épisode suivant. S'il existe et qu'il est public, alors je redirige vers l'épisode suivant. Mais s'il n'existe pas, ou alors qu'il n'est pas encore public, alors je redirige sur l'épisode en cours en fait. Voilà. Donc ça c'est Find Next Episode ID.
Et ça serait pas mal de rajouter ça ici. Ou peut-être de le faire un peu avant hein, dans le traitement, je sais pas. L'URL cible, donc ça va être l'URL à ouvrir avec Video ID et Playlist ID. Du coup, je remets ça dans mon éditeur data. Donc en fait, l'éditeur data, ça a été, si vous voulez, un template par défaut d'endscreen, où j'ai juste remplacé l'élément playlist. Et ensuite, je renvoie ça à YouTube avec ce post endscreen où j'ai mes métadonnées, le token de session, l'ID de la vidéo encore, il le veut en encrypté, je sais pas trop pourquoi. Lui dire il faut bel et bien sauvegarder. Je mets mes metadata dans les données qui sont en entrée de ce post endscreen et je poste le tout à endscreen ajax v égale video ID avec les métadonnées en post. Et ça me permet d'updater mon endscreen sur mes vidéos. Voilà, donc c'est vraiment pour moi c'est vraiment du bidouillage ça, hein, honnêtement, hein. C'est vraiment du bidouillage. Donc si vous êtes en train d'hurler derrière votre écran en vous disant mon dieu mais c'est vraiment dégueulasse ce qu'il a fait, je suis entièrement d'accord. Mais le truc c'est que j'ai pas encore trouvé d'autres solutions. Si vous en avez une, si ça vous intéresse d'essayer d'en trouver une, ça m'intéresse aussi. Vous pouvez très bien faire une pull request sur le projet GitHub et le cloner. Donc, bah écoutez, la seule chose je pense que j'ai tout présenté. La seule chose qui me reste à faire, c'est mettre à jour le README avec l'installation et la configuration. Pour indiquer comment installer le projet, quel fichier modifier pour faire en sorte que ça fonctionne, tout ça. Après, il y a encore pas mal de choses que j'ai à faire, tout ce qui n'est pas coché ici. Et il faut que je mette à jour ça, parce que ça, c'est pas à jour. C'est pour ça que j'ai mis note accurate, mais là, la liste des états est pas à jour. Et voilà, bon bah voilà, je vais arrêter du coup ici pour cette présentation, donc du coup bah, peut-être qu'un de ces quatre je referai une vidéo pour vous montrer les évolutions qu'il y aura eu. Pour moi une des grosses évolutions qu'il faut faire c'est qu'il faut que j'avance sur l'interface IHM de ce truc là. Mais bon pour moi honnêtement l'interface telle qu'elle est aujourd'hui elle fonctionne. J'ai juste pas les logs, je voudrais au moins pouvoir m'afficher les logs parce que quand j'ai un pépin c'est quand même vachement plus pratique pour les lire plutôt que d'aller dans MongoDB pour les trouver à la main quoi. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi, j'espère que ces quelques vidéos de programmation, de présentation vous auront plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Salut à tous!